Bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Merci donc de prendre ce rendez-vous de l'information sur Canal 3. C'est Actu Matin, votre matinale. Dans un instant, les unes du jour avec vous, Wakabali Para. Bonjour. Bonjour Christian et bonjour à On tous. va vous retrouver tout de suite pour les gros titres de la presse nationale. Mais avant, au sommaire, ce 15 mars, au plus près des électeurs du 11 avril prochain, plusieurs leaders politiques avec des messages aussi différents les uns que les autres. En attendant la campagne électorale officielle, l'ambiance de pré-campagne est marquée par des discours d'appel à la paix. Il est rapporté ce matin dans la presse les activités allant dans ce sens, un peu comme dans le département de la Donga, où les rois se sont adressés au peuple béninois pour l'enracinement de la paix en cette période. Les candidats sont aussi des artisans de paix sur le terrain. On aura en invité un membre de l'équipe du duo Corentin Coroué, Irénée Agossa. Honora Adjovi nous dira l'ambiance qui règne en leur sein en ce moment. Nous reviendrons également sur les résultats de cette enquête réalisée par Afrobaromètre auprès des Béninois, leur perception et appréciation des stratégies et actions sur le front de la corruption. Les indicateurs prouvent que la lutte porte de bons fruits et les Béninois de plus en plus conscients de leur rôle. On fera la discussion ce matin avec l'ensemble des débatteurs. Merci de nous rester fidèles. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas le rendez-vous des sports avec Akime Ousseni et en fin d'édition, votre revue de presse. Juste après la une des journaux, vous aurez votre mini-journal avec Clément Achadé. Alerte! Vous avez 60 ans et plus ou bien vous souffrez d'une affection chronique? Ceci vous concerne. Le coronavirus fait des ravages surtout dans les rangs des personnes âgées. Pour vous protéger, respectez les consignes. Pratiquez l'auto-isolement. Ne sortez de chez vous que pour cause de nécessité absolue. Il y va de la préservation de votre vie. On vous retrouve, Wakabali Para, pour les informations à la une des parutions du jour. Oui, rebonjour Christian et rebonjour à tous. C'est la présidentielle qui ravit la vedette aux autres sujets d'actualité. Fraternité annonce les couleurs en premier. Présidentielle du 11 avril 2021. Les rois du département de la Donga appellent à la paix. Les enseignants qui soutiennent donc dans leur rang la construction donc du pipeline d'exportation Niger-Bénin, 2000 emplois garantis pour la jeunesse. Quotidien La Nation, secteur du tourisme, la culture et des arts, le point sur des investissements inédits et puis élimination de la pauvreté absolue, comment la Chine a accompli cette mission impossible. Bénin intelligent qui nous apprend donc qu'il y a eu défection de FCB au profit donc du duo Corentin Coroué, Irénée Agossa. Perception des Béninois selon Afrobaromètre, le niveau de la corruption a diminué au Bénin. Le radar, recrutement de 2000 jeunes au profit du projet pipeline d'exportation Niger-Bénin, lancement ce jour de la plateforme web de recrutement et puis campagne présidentielle à Kobe, Wenhi, Zanyanado, Zakpota et Zobodomé, les nouveaux instituteurs de la politique des Républicains investis samedi dernier. Nord-Sud quotidien contre le terrorisme, le Bénin reçoit l'appui des États-Unis d'Amérique. Période électorale, voici les infractions punies par la loi. Information donc à découvrir dans les colonnes de Nord-Sud quotidien. Soleil levant à présent, arrêt du processus électoral, grosse interrogation. Cette demande de l'opposition est irrecevable selon l'honorable Abdoulaye Gounou. Le potentiel supposé arrestation de la première dame à l'étranger, Infox, Claudine Talon jouit d'une pleine liberté. Et puis les auteurs de ce grossier mensonge bientôt arrêtés. Prison civile d'Akpo-Missérété, limogeage de 3 officiers pour faute lourde.
L'investigateur du jour, meeting de l'opposition depuis Parakou, Moïse Kérékou lance un appel à la paix. Et puis sport, dans le lot donc du tennis, la Coupe de la Fédération lancée demain au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. La cloche, conspiration contre la démocratie béninoise, la série noire évitée de justesse. Projet pipeline d'exportation Niger-Bénin, Samoa Dambi lance la plateforme web de recrutement aujourd'hui. Quotidien Le Challenge, mise en œuvre du projet Pipeline Export Niger-Bénin après les études techniques, la phase de réalisation, un vaste recrutement de 2000 Béninois lancé ce jour. Émergence Info, construction de pipeline d'exportation Bénin-Niger, le gouvernement béninois annonce le recrutement de 2000 jeunes. Le matinal qui nous apprend donc que le congrès constitutif du mouvement Bénin en marche a eu lieu samedi dernier et Jacques Adomado appelle à la préservation pour la continuité et puis exigence de la libération de Réki Amadougou. Le FRD prône un état de non-droit. Notre époque, le journal de notre époque politique au Bénin, le mouvement Le Bénin en marche devient un parti. Et puis Café Média Plus, premier presse club, 7 ans d'existence, qui a donc célébré le numéro 300. Le routier, tournée de sensibilisation pour la présidentielle apaisée au Bénin, les jeunes leaders de la commune d'Abomey-Calavi prônent la paix. Quotidien l'informateur qui nous informe qu'une plateforme de recrutement de 2000 personnes sera lancée ce jour dans le cadre donc du démarrage de la construction du projet Pipeline Niger-Bénin. Voilà, Christian, tout rapide des parutions ce matin. Comme je vous le disais, c'est la question de la présidentielle qui ravit la vedette aux autres sujets d'actualité. Dans le département de la Donga, donc, les rois de la région appellent à la paix. Voilà, les rois qui se sont retrouvés après un diagnostic posé sur tout ce qui se passe, l'ambiance préélectorale en ce moment où le Bénin se prépare à aller aux urnes le 11 avril prochain. Eh bien, les rois de la Donga, qui se considèrent avant tout de la société civile et donc des éveilleurs de conscience, ont lancé un appel solennel à tous les leaders politiques afin qu'ils recadrent leurs militants et leur rappellent les fondamentaux du vivre ensemble dans un état de droit, nous rapporte ce matin Angelo Dosumo en page 3 du quotidien Fraternité. En dehors du bon exemple et du sens de responsabilité à travers les comportements auxquels les rois appellent les acteurs politiques, les gardiens de la tradition est également souhaité que l'appel de Djougou s'étende à toutes les autres localités du Bénin. On va y revenir en fin d'édition dans la revue de presse avec Assiongbo Kanyi Assiongbo. Dans l'actualité, on parle également du lancement ce matin de cette plateforme de recrutement de plus de 2000 jeunes dans le cadre de la construction du projet Pipeline Niger-Bénin. Nous allons aborder dans un instant le sujet au forum de discussion avec les débatteurs au rendez-vous. Merci de nous rester fidèles sur Actu Matin. Bonjour à vous Clément Achali. Bonjour Christian. Dans les titres ce matin, la célébration par les femmes du marché de Kpaou dans la commune de Ouida, de la journée internationale de la femme, célébration marquée par des instants de prière à travers une messe d'action de grâce dite à la paroisse Sainte-Geneviève de Kpaou suivie d'un festin. Nous vous proposons ce matin l'ambiance et les images. À suivre aussi pour la campagne électorale de la présidentielle d'avril prochain au Bénin, le candidat Patrice Talon pourra s'appuyer sur une œuvre musicale qui vante ses réalisations au bout de ce quinquennat. Une œuvre réalisée par 3 artistes peu connus de la génération et intitulée « Je te dis bravo ». L'œuvre est lancée jeudi à Cotonou. Voilà, on va y revenir beaucoup plus en détail tout à l'heure dans le développement de ces titres. Vous restez avec nous. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité
Canal 3 Télévision. Appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp. Email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternité-fm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Eh bien, nous ouvrons notre mini-journal par cette célébration différée de la Journée internationale des droits de la femme. Les femmes du marché de Pao dans la commune de Ouida se sont retrouvées au cours de week-end. Une célébration marquée par des instants de prière à travers une messe d'action de grâce dite à la paroisse Sainte-Geneviève de Pao, suivie d'un festin. Pour l'occasion, ces femmes regroupées au sein de l'association des usagers du marché de Pao ont eu à leur côté les autorités communales. Le point avec Narcisse Salossé et Eder Moupevi. Pour leur première édition de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, les usagers du marché de Paou ont rendu grâce à Dieu. Une eucharistie suivie d'une manifestation grand public. Manifestation au cours de laquelle ces usagers du marché de Paou ont salué l'engagement de Patrice Talon pour l'émancipation de la femme. Au nom de toutes les femmes de Paou et à mon nom propre, je voudrais remercier le président Patrice Talon pour ce geste fort de l'endroit des femmes en choisissant une femme comme culture. Un engagement du président de la République à l'émancipation de la femme béninoise. Aux côtés de ces femmes pour leur festin, des autorités communales de Ouida. Et lorsqu'il s'est agi de prendre la parole devant ses sœurs, la seule femme de l'exécutif au conseil communal a insisté sur le devoir qui est le leur dans ce combat pour l'émancipation de la gente féminine. La femme béninoise est une femme brave. C'est elle qui crée la richesse au Bénin. Et le président Talon a très bien compris. Il a tellement bien compris qu'il a donné une place de valeur aux femmes. Mais cette place-là, elle reste à défendre. Nous devons défendre cette place et lui montrer que nous méritons cette place et nous méritons bien plus que ça. Mais en attendant, ces femmes n'ont Dieu que pour l'homme du nouveau départ. Ce dernier qui, selon elle, a posé au cours de son quinquennat de nombreux actes pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et particulièrement dans la commune de Ouida, les femmes du marché de Paou ont eu droit à un nouveau marché flambant neuf qui sera mis en service dans les jours à venir pour améliorer leurs conditions de travail. Il a envoyé le microcrédit à l'APIA et des centaines de millions sont déjà distribués dans la commune de Ouida à nos femmes, à nos mamans, à nos jeunes sœurs, pour pouvoir faire leurs activités. Le clou des manifestations, c'est la distinction de 3 femmes identifiées dans divers domaines pour leur leadership. Au nombre de celles-ci, Dame Célestine Adjanon. Je suis émue. Je suis très émue parce que je ne m'attendais pas à cette récompense. Je voudrais remercier Madame la Présidente du marché de Paou. Je crois que cette fête, c'est une opportunité pour nous. Une opportunité pour nous permettre de témoigner encore une fois notre fidélité au président Patrice Talon. La fidélité à Patrice Talon, symbolisée par ces slogans écrits de ralliement, scandés tout au long des manifestations marquant la célébration de cette journée internationale des droits de la femme ici à Paou. Ces usagers du marché partent de cette première édition avec la promesse d'un engagement beaucoup plus grand l'année prochaine.
Et toujours à Ouida, une double activité dans cette ville samedi. Les femmes des marchés réunis en groupement ont été aussi sensibilisées sur les opportunités du microcrédit à la FIA et sur les comportements responsables à avoir en période électorale. Et sur un autre front, et c'est une quarantaine de jeunes filles qui ont été entretenues sur le sujet du cancer du sein, mais aussi le cancer du col de l'utérus. Voici le point que nous font Eman Parfait à Niambossou, Rachidi Soubero. Un petit souci avec... On va voir certainement si l'élément de l'autre côté de Boycon est prêt. Le président du mouvement et consensus national, membre du parti Union progressiste, qui lui était en tournée pour la paix dans le département des Collines. Gabin Aloyon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a parcouru l'ensemble des palais royaux de la région. L'objectif, je vous le rappelle, de cette descente était de sensibiliser les différentes couches sociales dans le cadre de la prochaine élection présidentielle au Bénin. On va voir si Imet Hélène Amoussou est prête. Démarré au palais royal de Savet, le périple a conduit la délégation dans l'ensemble des palais royaux du département des Collines. À Savet comme à Dassa les premiers jours, Gabin Aloyon, président du mouvement Consensus National, membre de l'Union progressiste, a échangé avec les souverains et certains de leurs sujets présents. Les discussions ont porté sur la nécessité pour la région de passer une période électorale apaisée. La démarche vise à prévenir d'éventuels actes de violence qui pourraient survenir, comme ce fut le cas dans le département lors des dernières législatives. Ce que moi je fais avec mes gens, c'est leur parler de la paix. Surtout, nous, on a eu à traverser une période difficile. Et notre rôle a été toujours de sensibiliser les gens. Et ils ont compris. Le Bénin est un et indivisible. Les Béninoises, les Béninois, nous sommes au temps des élections. D'ici le 11 avril, il faut que les élections se passent dans la paix et dans la quiétude. Après Savet, Glazoué et Dassa, Gabin Aloyon et sa suite se sont rendus à Savalou, puis au palais royal de Banté le lendemain pour la même cause. Gardiens de la tradition, les rois ont souvent écouté, conseillé et proposé des solutions à divers problèmes, toutes choses qui participent à maintenir la quiétude au sein des sujets. Fort de ces prédispositions, les têtes couronnées ont promis œuvrer convenablement pour la paix, à la jeunesse et aux femmes. Les visiteurs ont conseillé la culture de l'amour du prochain, du patriotisme et de la tolérance. Nous sommes sortis de ces palais royaux avec beaucoup de satisfaction, avec beaucoup de prières, de paix, de bonne santé au profit du chef de l'État. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus, de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés. Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Depuis plus de 3 jours, Tarata a passé ici, on ne se repose plus. Nous, on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités. Dieu va exaucer nos prières. Tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Devenu proche des rois du département grâce au Festico, le festival international endogène du continent, Gabin Aloyon, à travers cette tournée, entend puiser dans la tradition pour pérenniser le climat de paix, même en cette période électorale. Profitant de cette descente, l'initiateur des échanges a visité le chantier de construction du Festico Africa, établi à l'entrée sud de la commune de Savalou. Et puis, on revient sur cette double activité dans la ville de Ouida. Samedi dernier, les femmes du marché réunies en groupement ont été sensibilisées sur les opportunités du microcrédit à la FIA,
mais aussi, je vous le disais, sur les comportements responsables à adopter en période électorale. Et sur un autre front, c'est une quarantaine de jeunes filles qui ont été entretenues sur le sujet du cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Voici Eman Parfait en Niambossou, Rachidi Soubé. Le mouvement politique Zedaga, né samedi dernier dans la ville de Ouida, déroule assez bien son agenda. Il a ce que nous allons faire les week-ends, mais il a le travail que nous faisons du lundi au vendredi. Par exemple, depuis 3 semaines, nous sommes sur le terrain en train d'installer nos coordinations d'arrondissement. Parce que le mouvement veut avoir plus d'ancrage à Ouida, bien être à Ouida, avant de prendre l'envol départemental et national. Une semaine après sa sortie officielle, c'est la jante féminine qui est déjà célébrée. La date du 8 mars que la communauté internationale a choisie pour magnifier la femme et lui rappeler aussi ses droits ne passe pas sans les braves femmes de la cité Passé. Chère maman, chère femme, c'est avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, beaucoup d'amour que nous vous saluons et que nous vous remercions pour ce travail que vous faites depuis le début de l'humanité. Je voudrais, au nom de notre équipe politique, au nom de tous les amis ici, au nom de la nation et au nom de son chef, votre fils, le président Patrice Talon, vous remercier pour ce sacrifice que vous faites, pour ce travail non payant. Chère maman, applaudissez pour vous-même. Dans la maison du peuple de la ville, les organisateurs de la manifestation à l'honneur du 8 mars ont su allier ambiance festive et transmission du savoir, surtout quand il s'agit d'informer les femmes des marchés réunis en groupement sur les nouvelles opportunités qu'offre le microcrédit à l'AFIA. La célébration différée de la journée dédiée à la femme par Zedaga pour le compte des femmes de Ouida s'associe d'une autre activité. Une quarantaine de filles, du reste mères en devenir, sont renseignées sur tout ce qui touche au col de l'utérus et au sein s'agissant du cancer. Là, nous avons fait venir un médecin professionnel qui est en train de les entretenir sur ces 2 maladies, ces signes de manifestation, comment on peut guérir, quelles sont les prises en charge, etc. Il faut renseigner la jeune fille pour qu'elle ne fasse pas les erreurs de sa maman. Le top est ainsi donné par les initiateurs du mouvement politique Zedaga. En attendant le démarrage de la campagne électorale, il compte bien s'investir dans les quartiers et hameaux de Ouida et dans bien d'autres villes pour ensemencer les graines de la paix, ce comportement indispensable à toute consultation électorale et plus encore pour un scrutin dont l'enjeu majeur reste et demeure par ici le taux de participation. En titre pour une campagne électorale de la présidentielle d'avril prochain au Bénin, le candidat Patrice Talon pourra s'appuyer sur une œuvre musicale qui vante ses réalisations au cours du quinquennat, une œuvre réalisée par 3 artistes peu connus de la jeune génération et qui est intitulée « Je te dis bravo ». Elle a été officiellement lancée jeudi à Cotonou à la faveur d'une conférence de presse. Narcisse Alossé. Un single d'un peu plus de 4 minutes pour célébrer le candidat Patrice Talon et vanter ses réalisations au bout de ce quinquennat finissant. L'œuvre est le fruit d'une inspiration de ce monsieur, Eric Kofi Tossou, connu sous le nom d'Eric Thompson, qui dit avoir fouetté sa curiosité auprès de ses concitoyens après un constat qui s'apparentait à une hallucination. Nous avons un peu fait simplement, mais ce qu'il fait est formidable. Du mono à Lemay, du Zou dans le nord, j'entends ça. Alors, à un moment donné, je me suis dit, ça veut dire que je n'hallucinais pas, que ce que je constate est ce que beaucoup de gens constatent, et voilà ce que les gens disent. Le père dans la langue française veut dire bravo, acclamer. L'idée m'est venue, bravo, je te dis bravo. Et c'est comme ça que la mélodie dit, je te dis bravo, ils te disent bravo, nous te disons bravo. La mélodie est ainsi venue et il a appelé autour du projet 2 autres voix très peu connues de la jeune génération et dont une est beaucoup plus active sur la scène politique aujourd'hui. J'ai été invité pour poser ma voix. Et quand Eric Thompson m'a touché, je ne suis pas allé par 4 chemins. J'ai accepté tout de go, puisque la République nous appartient tous. Et en tant que leader, il faut quand même que je vienne poser aussi ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'ai fait.
Une voix qui était beaucoup plus présente dans les bacs dans les années 70 et 80 et à laquelle s'associe une autre ancienne, celle d'Hector Ouegban, qui loue aussi les réalisations du régime de la rupture. Et depuis que je suis né, je crois que, comme la plupart d'entre nous ici, nous n'avons jamais vu réaliser ce qui se réalise ou ce qui s'est réalisé en 5 ans. Ce qui a été fait en 5 ans, je crois que nous n'avons pas fait en 60 ans d'indépendance. Là, ce sont les actes qui parlent. Ce n'est pas la parole qui parle. 3 voix atypiques ont donc donné naissance à cet opus, dont la fiche technique est présentée par un autre acteur bien connu du monde culturel au Bénin. Le répertoire du CD, c'est le CD qui est là. Il y aura 3 pistes dessus. Donc la version complète de l'œuvre, c'est-à-dire les chansons, les instruments et tout. Ensuite, il y a une autre piste qui va comporter le chœur seulement, c'est-à-dire on a la rythmique avec le chœur sans les tests principaux. Ensuite, la version guitare qui est sur l'œuvre également. Tout ceci est confectionné autour du rythme reggae, vu par le géniteur de l'œuvre comme une arme de combat pour l'épanouissement des peuples. Et le combat dont nous parlons ici, c'est le combat de notre peuple pour son propre épanouissement. C'est pour ça qu'on a retenu le reggae. Le combat autour du chef de l'État est positif et il faut le poursuivre, ont laissé entendre les conférenciers. L'opus vise surtout à soutenir le candidat président dans son exercice de propagande pour le scrutin présidentiel d'avril prochain. En attendant la version vidéo annoncée pour les prochains jours, le coffret a été remis séance tenante à des représentants de partis politiques pour l'action de communication sur le terrain. Notre amitié et notre engagement pour la nation béninoise. Et puis du littoral, on va atterrir dans le département des Collines. Après leur homologue des départements du nord du Bénin, les maires du Zou et des collines du plateau et de l'Ouémé sont en conclave dans la ville de Dassazoumé pendant 2 jours. Ces élus communaux vont se familiariser avec la gestion de la police administrative organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique en prélude aux prochaines élections et présidentielles. Les assises visent à prévenir les violences en période électorale. Imet Hélène Amousson. Au thème de la loi sur la décentralisation, les élus communaux sont compétents pour assurer la sécurité et l'intégrité du territoire de leurs communes respectives. Connu sous le vocable police administrative, l'exercice de ce commandement délégué pose souvent aux maires des difficultés et contraintes, lesquelles sont abordées à cet atelier. La police administrative est l'ensemble des dispositions, des mesures que vous prenez quotidiennement pour assurer sur vos territoires respectifs la quiétude publique, la sûreté, la tranquillité publique. Malgré la culture démocratique que nous avons, l'expérience démocratique que le Bénin a, il n'est pas exclu qu'on puisse enregistrer aussi des violences. Mais c'est pour mettre à l'abri de cela que le ministre de l'Intérieur a initié justement une série d'ateliers pour que l'ensemble des acteurs qui participent à la sécurité publique qu'on puisse renforcer leur capacité en termes de prévention, mais également de gestion de violences électorales. Initiées par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les assises visent à aguerrir les présidents des conseils communaux. Aux côtés des policiers et autres acteurs de sécurité et de défense, ces derniers ont abordé les rôles et responsabilités des maires dans le processus électoral au regard de la Constitution ainsi que du Code électoral. Ils ont également abordé la coproduction de la sécurité publique en contexte électoral. C'est aussi l'occasion de vous armer techniquement et moralement au fin de vous permettre de contribuer de façon effective et efficace à prévenir, gérer et régler au mieux les violences qui surviendraient lors de l'élection présidentielle d'avril 2021. Et ce, en collaboration avec tous les autres acteurs du secteur. Tout acte que l'homme pose, si ce n'est pas conforme à la loi, vous serez interpellé. Donc la paix
C'est le mot, le grand mot qu'il faut en période électorale. Et c'est à cela que nous sommes conviés à aller sensibiliser nos chefs d'arrondissement, nos chefs de quartier et nos populations. Venus de l'ensemble des départements du Zou, des collines du plateau et de l'Ouémé, les élus communaux présents à l'atelier de Dassa ont apprécié la démarche du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Dorénavant outillés, les participants en savent davantage sur les actes à poser en période électorale ou non pour garantir la sécurité et préserver la paix. Et puis, l'Académie nationale des sciences et lettres a organisé à Grand Popo un séminaire. Il porte sur le renforcement du système pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin. L'objectif de l'atelier est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel qui est en vigueur et donc en vue aussi de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Geoffroy Messan, Florent Dou. C'est parti pour 3 jours de réflexion sur le thème « Système de promotion pour une recherche et un enseignement supérieur compétitif au Bénin ». Sont réunis à cet effet ici à Grand Popo, dans le département du Mono, des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des partenaires sociaux et autres décideurs. La rencontre est organisée au titre des activités de la Commission permanente éducation et éthique de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. La sortie du livre « Le CAMES, la nébuleuse qui entrave l'essor du Bénin et de l'Afrique » en 2018 par les collègues Rahimi et Laleye a fait écho à de nombreux reproches qui se formulaient déjà sur l'opacité, voire l'iniquité et l'inéquité des critères d'inscription sur les listes d'aptitude du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur et sur lesquels notre système de promotion est arrimé. Quand des collègues en arrivent à écrire dans un ouvrage abondamment diffusé que le CAMES est le mal qui répand la médiocrité, l'incompétence, l'impudeur, l'arrogance futile, l'inculture dans nos universités et centres de formation du supérieur, j'ai cité là Rahimi et Laleye en 2018, il y a de quoi se réunir et s'asseoir un instant pour apprécier ou réapprécier ensemble le chemin parcouru ou que nous souhaitons suivre. La Commission permanente éducation et éthique de l'Ansalbe existe depuis 2019. Elle s'est donnée pour mission de poser la problématique de l'éducation au Bénin, quel système éducatif pour quels citoyens et pour quel développement. L'objectif général de la rencontre est de faire l'état des lieux du système de promotion actuel en vue de proposer un système rénové pour une recherche et un enseignement supérieur plus compétitif. Premièrement, quel est l'état des lieux des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur? Quelles en sont les forces et faiblesses? Deuxièmement, comment évaluer le système pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence? Quels pourraient en être les critères? Troisièmement, quelle structure devrait ou pourrait s'en charger? Quatrièmement, comment structurer la promotion de la recherche et de l'enseignement en stimulant la compétitivité des acteurs? Cinquièmement, comment traiter les questions de rémunération des acteurs et du financement de la recherche au Bénin? Et enfin, quel rapport entre les systèmes de promotion et les statuts des enseignants du supérieur? Ce sont là quelques questions auxquelles vous êtes invités à réfléchir et apporter des éléments de réponse. Plusieurs communications et des travaux en groupe vont meubler la rencontre. Ils vont permettre notamment de diagnostiquer les forces et faiblesses des systèmes actuels de promotion des chercheurs et enseignants du supérieur, de définir les critères d'évaluation pour garantir l'équité, l'éthique et la transparence de la promotion et de définir les mécanismes de financement de la recherche au Bénin.
La journée internationale des droits de la femme, on en parle encore et d'ailleurs, elle a été autrement célébrée au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche cette année. En dehors de la célébration solennelle, l'Union du personnel féminin avec l'appui du ministère a organisé une mini-foire des produits agricoles béninois et s'est achevée vendredi dernier. À Siongbon, les détails. La 4e édition de présentation des activités économiques des femmes appuyées par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a pris fin. 28 productrices et producteurs ont pris part à cette mini-foire en proposant plusieurs gammes de produits. L'organisation a été possible grâce à l'appui du ministère et de plusieurs partenaires comme la GIZ. Ces différentes assistances nous ont permis de valoriser les efforts inlassablement fournis par les groupements de femmes dans le monde du secteur rural. En choisissant de réunir 28 productrices et producteurs, nous avons opté pour le témoignage de votre participation à la visibilité du secteur agricole dans notre pays, le Bénin. Pendant plusieurs jours, les productrices et producteurs ont mis en relief leur capacité à offrir plusieurs produits aux clients, des produits appréciés par ces derniers. Occasion pour l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche de distinguer les 3 meilleures productrices et producteurs. Du bulletin, bon lundi et très bonne semaine à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci à vous Clément Atchalé. Très bonne journée du lundi. L'actualité de retour tout à l'heure sur Canal 3 Bénin quand il sonnera 13h. Prenez le rendez-vous. Dans la suite du programme ce matin sur Actu Matin, eh bien, nous allons recevoir un invité qui nous vient de l'équipe Restaurer la confiance. Honora Djovi nous dira un mot sur le quotidien des duos Corentin Koroué et Irénée Agossa dans la course à la présidentielle du 11 avril prochain. Vous aurez les sports et la revue de presse, mais tout de suite, le forum de discussion avec l'ensemble du plateau de débatteurs. Un garde qui dort, jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain, avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. C'est mieux. Le store jour et nuit, un nouveau type de rideau anti-chaleur adapté à vos chambres, salles de réunion, bureaux et autres. Il donne un aspect très décoratif et tendance à vos fenêtres. Pour tout achat en gros ou en détail, contactez Galerie Elda, située à 100 mètres des feux tricolores du carrefour Agla, en allant vers Ménontais.
Téléphone 97 68 36 52, 95 38 52 52, Galerie Elda, le luxe à petit prix. Et voilà, si vous nous rejoignez, il sonne 7h42. Merci de prendre ce rendez-vous matinal sur Canal 3 Bénin. C'est Actu Matin pour le compte de ce lundi 15 mars 2021. Akime Ousseni, Herman Nyamboussou, André Dossa, Wakhabali Para, bonjour, bienvenue. Alors, dans l'actualité, on va parler d'abord de la corruption en République du Bénin. Par la suite, on reviendra donc sur la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin avec ce projet qui va créer environ 2000 emplois. En tout cas, c'est ce que nous avons appris. Et ce matin, le ministre des Mines va procéder au lancement de la plateforme de recrutement. En attendant, la récente enquête d'Afrobaromètre sur la corruption en Afrique et notamment en République du Bénin révèle qu'au Bénin, notre pays, le niveau a diminué en 2020, l'année dernière donc, et que les citoyens éprouvent une certaine satisfaction au regard des performances du gouvernement en ce qui concerne les mesures mises en place dans le cadre de la lutte. Nous allons élaborer autour de ce sujet. Avez-vous la même perception qu'Afrobaromètre et les dires de nos compatriotes? André Dossa. Non, mais, je crois que Afrobaromètre, c'est quand même un organisme assez sérieux qui nous propose souvent un tableau, n'est-ce pas, de certains aspects de la vie de notre pays, qui propose une photocopie, une radiographie, le mot le plus approprié, n'est-ce pas, de l'évolution de notre pays. Et ils ont travaillé sur justement la corruption, la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans le sens donc de la lutte contre la corruption, et ont essayé de proposer la perception, n'est-ce pas, des citoyens par rapport aux performances du Bénin dans donc la lutte contre la corruption. Et on constate, n'est-ce pas, au terme de cette enquête de l'Afrobaromètre, que les Béninois ont une perception assez positive de la lutte contre la corruption. Ce n'est pas de la lutte même dont il s'agit, mais ce que nous, le ressenti du Béninois, c'est que les Béninois, dans la majorité, en tout cas les sondés, pensent que ça se présente bien, pensent que c'est positif, et sont allés plus loin. Et on peut dire quelles sont les catégories, n'est-ce pas, les plus corrompues du pays, et dans quelle autre catégorie la corruption a plutôt régressé. Donc je crois que c'est le travail qui a été fait par Afrobaromètre. Et si je peux aller un peu plus en profondeur, c'est qu'on constate que dans le rang des intellectuels, notamment des citoyens de niveau universitaire, il y a une majorité écrasante qui ont cette perception assez positive. Quand on va dans le milieu rural, ça baisse un peu. Et dans l'ensemble, les sondés pensent que les leaders religieux, les chefs traditionnels sont moins corrompus que les dirigeants. Ouais, dans le classement, vous verrez les députés, les inspecteurs des impôts qui, selon les citoyens sondés, sont plus corrompus en tout cas que les leaders religieux, la chefferie traditionnelle. Je crois que c'est assez pertinent quand même, cette lecture de la perception des citoyens par rapport à la lutte contre la corruption. Votre lecture, Wakhabali Para, vous trouvez ces résultats aussi, disons, pertinents? Oui, ces résultats, ma foi, ne manquent pas de pertinence. Vous savez, par le passé, nous crions, n'est-ce pas, telle personne a volé l'argent du contribuable, alors qu'au fond, nous ne contribuons pas assez. Il y en a qui, donc, taxaient les détourneurs de deniers publics d'avoir pris l'argent du contribuable, nos pauvres sous, et vous verrez que ceux qui clament ces propos n'apportent rien dans les caisses de l'État. Vous allez noter également que depuis quelques années, un grand travail a été fait pour que le contact entre les humains, donc dans les transactions, dans les questions, je dirais, des actes administratifs, qu'il n'y ait donc pas de contact entre les humains. C'est à la limite des machines
qui fonctionnent en CLD. Vous aurez e-service, e-ceci, e-cela. Ce sont les les machines... agents ne sont plus en contact avec le liquide, l'argent frais. Voilà. Donc, quand X vient vers moi pour un dossier, un acte administratif, je peux lui proposer que, bon, s'il dépose ceci pour que le vent n'emporte pas son document, n'est-ce pas, je pourrais rapidement traiter. Mais il se trouve que c'est désormais à la machine que je m'adresse et j'ai satisfaction avec la machine. Je sais à quel niveau se trouve mon dossier. Bref, on a utilisé des machines, donc de l'essentiel pour réduire au mieux, n'est-ce pas, le contact entre les humains, la tentation également. Voilà pourquoi on en est arrivé à ces résultats-là. Pour dire que quoi, il faut travailler. Les Béninois, parce que depuis quelques années, nous contribuons également, on devient plus regardant. Lorsque vous apportez quelque chose à la caisse de l'État et que un Quidam doit se permettre de puiser dedans, naturellement, vous devrez vous méfier, vous devrez vous prononcer, vous devrez vous engager. Bref, tout le monde devient le gardien de ce qu'il fait et cela contribue également à lutter contre la corruption. Il faut noter que nous n'en sommes pas encore au bout de nos peines parce que la corruption n'a pas disparu totalement et vous allez voir des résultats. Est-ce que ça disparaîtra un jour? Non, je crois que si on continue, n'est-ce pas, ça finira par disparaître. De toutes les façons, on note qu'un grand travail des années 60 à aujourd'hui, un grand travail à faire pour reculer petitement la corruption. Il s'agira de ne pas baisser la garde, de continuer ainsi de manière à ce que au fil des années, les réflexions amènent à ce qu'on ait suffisamment, je dirais, de machines, de gardiens qui ne soient pas des gardiens humains, n'est-ce pas, pour que le travail soit bien fait de manière à ce qu'on réduise au mieux la corruption. On relève qu'environ 70% de Béninois pensent que le niveau de corruption a diminué. Selon vous, quels sont les éléments qui aujourd'hui militent en faveur de cette diminution du niveau de corruption chez nous? Non, c'est certainement sur ces éléments que les personnes interrogées ont été appelées à apporter, je dirais, leur point de vue. Parce qu'il s'agit d'échanges, de questions de mise à disposition d'un certain nombre d'échantillons tirés comme ça. On va faire rappeler que les questions sont pratiquement les mêmes au niveau des pays qui sont concernés par le travail que fait Afrobaromètre. C'est environ une douzaine, sur 12 à 35 ou 37 pays qui sont concernés par cet exercice. Et comme je faisais constater, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne va pas de façon spécifique. Il n'y a pas de questions qui sont destinées seulement, je dirais, aux sondés du Bénin, différentes des questions aux sondés de Burundi et consorts. Les questions sont identiques parce que la perception de la corruption, elle n'est pas différente d'un pays à un autre. Et donc, je crois qu'en réalité, oui, si on en est arrivé à parler de près de 70%, c'est bien entendu qu'un travail s'est été fait en termes d'échantillons, c'est près de 1200, 1500 personnes qui ont été interrogées. Comme pour dire que oui, depuis des années, on a tous constaté que la question de la corruption est devenue, comme nous l'avons souvent très localement dit, un serpent de mer dont on n'arrive pas véritablement à trouver quelle est la formule il a pour pouvoir diminuer son impact sur les populations. Mais de plus en plus, il y a plusieurs batteries qui sont proposées par les différents gouvernements qui se succèdent. Et donc, très souvent, j'ai remarqué que ça semble être peut-être au bout de l'ancienne code qu'on tisse la nouvelle en proposant, je dirais, des innovations en termes de lutte contre la corruption. On a remonté plusieurs, je dirais, propositions qui avaient été faites par les gouvernements successifs. Cette fois-ci, les choses sont allées un peu crescendo et donc à l'arrivée, on tente d'aller comprendre est-ce que les nouveaux outils de lutte contre la corruption, est-ce que ces outils sont avérés performants. Et donc, au regard de ce qu'a proposé Afrobaromètre, on se dit que véritablement, les lions ont commencé par bouger. Et qu'il faut maintenir le cap pour espérer que d'ici 5 ans, 10 ans plus tard, qu'on puisse quand même réussir à complètement minimiser, à juguler la question de la corruption. Donc, je crois qu'en réalité, la perception n'est pas, elle n'est pas erronée au regard de ce que c'est un travail qui a été fait. Et ce qui est aussi bien, c'est qu'après la publication de ces résultats de Afrobaromètre, vous avez la possibilité d'aller même, je dirais, vous imprégner de ce que les personnes interrogées, les échantillons, ont apporté comme élément d'appréciation. Donc, en gros, il faut peut-être espérer qu'on travaille davantage, que les gouvernants ne se disent pas que oui, la mayonnaise est en train de prendre et puis laisser les choses dans l'État. Il faut poursuivre, je dirais, cette lutte-là contre la corruption. Et vous remarquerez que les poches
n'ont pas encore véritablement changé. C'est-à-dire quoi? On parle des députés, oui, des dirigeants, des politiques. On parle, je dirais, des agents de l'administration, les impôts et consorts. C'est un peu le cliché un peu ancien, mais peut-être qu'au fur et à mesure qu'on évoluera, on arrivera à... Alors, Herman Agnès-Boussou, les leaders religieux, les chefs traditionnels ne sont pas concernés. Bon, en tout cas, ils ne sont pas aussi corrompus que ceux dont tu as parlé tout à l'heure, Hakimé Ousseni. Et les résultats de cette enquête précisent que 56% de Béninois disent que les citoyens ordinaires risquent de représailles s'ils dénoncent les actes de corruption. Est-ce que vous voyez la chose dans ce sens, que vous allez dénoncer et qu'en retour vous faites face aux représailles? Je pense que Afrobaromètre, quand même, c'est une institution internationale sérieuse, André l'a rappelé tantôt, qui fait dans ces genres d'enquêtes et qui a déjà fait beaucoup d'enquêtes dans ce sens. C'est vrai que avant Afrobaromètre, il y a également que, même au niveau des médias, on a fait certains travaux pour constater, pour voir par exemple quel est le comportement de la police républicaine aujourd'hui vis-à-vis des usagers de la route. Et vous constaterez avec moi que la plupart, et d'ailleurs les éléments qui ont été diffusés sur différentes chaînes de télévision, ont montré que les Béninois font de plus en plus confiance en leur police républicaine. Parce que désormais, quand votre véhicule tombe en panne, le policier est là rapidement pour voir comment il va vous aider à libérer la circulation. Alors que le contact qu'il y avait entre le policier et l'usager de la route n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, il y a déjà un travail de fait. Vous vous rappelez également que à la veille du Nouvel An, le chef de l'État est allé à l'Assemblée nationale faire un discours sur l'état de la nation, à la fin duquel il disait que oui, désormais, le député est beaucoup plus clean, il est beaucoup plus enclin à travailler qu'à dire je viens de voter une loi, donc je veux des choses. Donc, et c'est vrai que ça fait tourner dans le temps, mais c'est à partir des réalités que nous vivons aujourd'hui, à savoir que le niveau de corruption est en train de changer. Et je me demande si effectivement on a tenu compte de tous les derniers éléments, parce que n'oubliez également qu'il y a cette ligne verte qui a été instaurée par le gouvernement actuel pour que les gens puissent dénoncer. Et c'est en cela que, pour répondre à la question, je me dis, est-ce que quand les gens dénoncent, est-ce qu'ils sont l'objet de représailles? Je ne pense pas, parce que je suis là, il n'y en a pas encore eu un seul qui soit venu nous dire, écoutez, j'ai dénoncé telle corruption à tel niveau, par la ligne verte, ou j'ai dénoncé ci, et j'ai fait l'objet de représailles. Je pense que c'est possible que ça puisse l'être en sourdine, mais du point de vue officiel comme ça, là, on n'en a pas encore. Peut-être la crainte d'avoir à faire objet de représailles, André? Je crois plutôt qu'il faut qu'on précise correctement la chose. Afrobaromètre dit que de plus en plus, les Béninois pensent qu'on peut dénoncer la corruption sans rien craindre, sans crainte de représailles. Et Afrobaromètre estime qu'il y a des années de référence que cette étude-là a pris en considération. 2014, 2017 et maintenant l'année de l'enquête 2020, novembre-décembre 2020. Alors Afrobaromètre dit qu'il y avait 19% seulement de citoyens béninois en 2014 qui pouvaient donc oser, qui pensaient qu'il fallait oser, mais c'est allé crescendo. En 2017, ça a évolué. Et en 2020, vraiment, c'est un taux assez impressionnant, en tout cas assez intéressant. Donc, ça veut dire que le Béninois, maintenant, pense que la délation est une bonne chose. Lorsqu'on est confronté à des faits de corruption, il faut pouvoir le dire, il faut pouvoir dénoncer, parce qu'on sait qu'il y aura forcément une suite favorable, il y aura des représailles. En tout cas, les gens auteurs de ces actes répréhensibles seront punis. C'est ça. L'intérêt de cette étude, pour moi, c'est que ça ne présente pas les résultats, ça ne présente pas les performances des actions initiées par le gouvernement. Encore que je ne suis pas d'accord avec Hakimé pour dire qu'on a attaché une nouvelle corde à une ancienne dans ce domaine précis. Je ne vois pas quelle action de lutte contre la corruption a pu trouver sa source dans une marche verte contre la corruption. Ici, je ne vois pas, je n'en trouve pas du tout. Il faut, n'est-ce pas, laisser à César ce qui lui revient. Et c'est très important. Il y a quand même eu des actions menées par la MLC. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu d'action, mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a eu plus de courage.
on a été vraiment plus courageux, plus audacieux dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'actions de lutte contre la corruption. C'est indéniable. Et les résultats sont là aujourd'hui. Et Afrobaromètre nous amène à voir la perception, quel est le regard du citoyen sur ces actions qui ont été menées dans le centre de la lutte contre la corruption. C'est en cela que l'étude m'intéresse. Et l'étude a été présentée par notre ami qu'on ne présente plus, Kalis Ouedé. C'est entre autres pour ces raisons-là qu'on l'a perdu de vue, on le voit plus comme ça sur nos plateaux. Et c'est des experts, des techniciens qui ont fait ces analyses-là pour nous ressortir dans les différentes catégories de la population ce que nous pensons de la lutte contre la corruption qui est menée en ce moment. Mais il ne faut pas non plus aller, n'est-ce pas, dormir et se coucher sur ses lauriers pour penser qu'on est arrivé, c'est faux. Parce que l'étude révèle encore un certain nombre de préoccupations que les gouvernants doivent prendre en compte dans l'ajustement qu'il faut faire pour avoir plus de résultats, une meilleure performance de la lutte contre la corruption dans notre pays. Oui, Akimé. Non, mais c'est bon. C'est bon, ça peut aller. D'accord. Alors, on va passer à un autre sujet, une opportunité d'emploi pour la jeunesse béninoise lorsqu'on se réfère un peu à cette cérémonie qui va se tenir aujourd'hui sous la présidence du ministre des Mines, Samou Seydou Adambi. Une jeunesse qualifiée, on parle de 2000 emplois et environ 2000 personnes donc à recruter dans le cadre de la mise en œuvre du projet de construction du pipeline Niger-Bénin, Herman Parfait à Niamboussou. Alors pour cette activité qui va se tenir aujourd'hui, est-ce que vous y voyez, disons, une grande opportunité afin qu'on puisse véritablement lutter contre le chômage? Non, ce qui est clair, c'est qu'il faut saluer cette offensive du chef de l'État Patrice Talon. Quand vous faites un peu le point de l'article publié dans Fraternité par Benjedo Adjio, il parle de 500 000 emplois pour la période 2016-2021. Et donc, pour un démarrage, on parle de 2000 emplois, parce qu'on ne veut pas montrer que on fait dans de la démagogie, mais on veut que ça aille crescendo. On parle de 600 milliards d'investissements directs. Et par rapport à la construction de cette infrastructure. On dit que le pipeline, c'était pas gagné d'avance, qu'il a fallu que le chef de l'État s'y mette personnellement pour que le Bénin puisse décrocher ce projet-là. Je pense effectivement que, contrairement à l'ancien chef de l'État qui, dans une de ses boutades, a dit qu'il devait offrir des ballons aux jeunes pour qu'ils puissent lui coller la paix, Patrice Talon a choisi d'offrir de l'emploi aux jeunes pour que les jeunes puissent travailler. Et donc, je pense que c'est une bonne chose pour ma part que le Bénin puisse décrocher ce projet-là et que ça aille vite aussi. Parce que quand on parle de pipeline, ça me rappelle un peu les années 2000, 2001 avec le projet en fibre optique. Dans la période, effectivement, beaucoup de jeunes étaient recrutés pour pouvoir travailler sur le terrain, à pouvoir mettre cette fibre optique-là sous terre d'ici jusque dans le nord. Donc, je pense qu'il faut vraiment poursuivre dans cette lancée-là. Déjà que on parle de jeunes béninois qui ne sont pas forcément qualifiés pour la chose. Je pense qu'il faut travailler à ce que ce soit des jeunes qualifiés qui soient recrutés pour la matière. Alors, une manière de lutter contre le chômage, le sous-emploi, Oui, c'est une réponse qu'on apporte pour la lutte contre le chômage. Vous imaginez qu'on puisse extraire 2000 jeunes du lot des chômeurs que nous avons au Bénin. C'est déjà un soulagement. Mais ce qu'il faut saluer en premier, c'est cette offensive, je dirais, diplomatique du chef de l'État qui s'est personnellement impliqué dans ce projet pour que ça revienne, je dirais, à la partie béninoise. Parce qu'il y avait plusieurs opportunités pour l'origine de ce projet en ce qui concerne donc la traversée du projet pipeline. On pouvait choisir le Tchad et passer par le Cameroun et partir. Mais la diplomatie du chef de l'État, son implication personnelle a fait gagner, je dirais, ce marché au Bénin et donc fait gagner cet emploi, en tout cas le travail qui sera fait, l'emploi donc aux jeunes. 2000 emplois pour que nos 15 communes au Bénin ici soient traversées donc par ce projet. Je pense que c'est un soulagement pour les jeunes. Il faut prier que les choses se déroulent normalement.
démarre rapidement, de manière à ce que les jeunes, qu'on puisse pas, tel qu'on hésite peut-être sur leur qualification à faire le travail, qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables. Parce que c'est aussi ça. Il ne faut pas chaque fois qu'on soit là à ruminer ou à ronchonner qu'on est jeune, on est jeune. Se tourner le pouce quelque part. Voilà. Et surtout, il s'agit d'un recrutement qui va se faire par une plateforme qui sera lancée aujourd'hui par le ministre en charge des mines, donc premier responsable de ce projet. Ce ne sont pas des affinités en ce qui concerne donc le recrutement. Ça veut dire quoi? Quand vous candidatez pour être recruté, vous devrez vous engager. Une fois que vous êtes retenu, considérez que c'est un peu comme un serment que vous prêtez et qu'il faut vraiment s'engager. C'est vrai, si on en parle aujourd'hui, ce serait comme un laurier où ce sont des fleurs qu'on jette à l'État, mais retenons tout simplement que lorsque nous sommes dans le besoin du travail et qu'on en trouve, il faut honorer ce qu'on veut faire. Il n'y a pas de sous-métier, dit-on, c'est l'homme qui honore son travail et en retour, le travail et les fruits de ce travail vous honorent aussi. Hakimi. Bonne nouvelle, bien entendu, parce qu'en réalité, c'est un projet qui a besoin, qui nécessite de la main-d'œuvre. Le projet d'exportation. Exactement, le projet d'exportation Niger-Bénin, de Babylone, exactement. Et donc, je constate qu'on veut peut-être privilégier la haute main-d'œuvre, la main-d'œuvre à haute intensité locale, voilà, un truc du genre. Et donc, du coup, il faut forcément faire recours à des Béninois. Et comme vous le faites constater, souhaitons qu'on puisse en trouver suffisamment qui est, je dirais, des éléments à faire valoir, à faire qu'on puisse les recruter. Parce qu'une chose est de dire que 2000 emplois annoncés, une chose est aussi de l'absorber suffisamment. Peut-être qu'on en a qui n'ont pas la qualification en la matière. On se rappelle un peu des recrutements par rapport au projet asphaltage avec toutes les difficultés qu'il y a eu. Exactement. Donc, on peut se réjouir que ça donne une opportunité aux jeunes, mais si les jeunes n'ont pas la qualification, attention, on ne les prendra pas pour leurs beaux yeux, bien entendu. Donc, je vais espérer qu'on ait véritablement des personnes capables d'être absorbées afin qu'ils puissent profiter de ce projet pour le temps de sa durée, quoi. Voilà. Quand on sait qu'il y a des analphabètes de l'outil informatique dans le lot des potentiels jeunes à recruter, André Dossa a lancé une plateforme de recrutement. On se pose la question de savoir, c'est vrai que le ministre va s'expliquer aujourd'hui, comment ça va se passer? Ah non, mais d'abord, vous savez, on parle de 2000 emplois, c'est 50 différents profils. Donc, les uns et les autres pourront, n'est-ce pas, tenter leur chance. Et aujourd'hui, vous avez tort lorsque vous êtes à la quête de l'emploi et que vous devez être analphabète, n'est-ce pas? Je sais pas, c'est pas possible. Il faut vous battre, vous mettre au pas parce que vous ne savez pas de quel côté va provenir l'opportunité, une opportunité d'emploi. Donc, et aussi, quand on lance des recrutements comme ça, à travers une plateforme, ça accroît, de mon point de vue, n'est-ce pas, la sécurité et la transparence aussi de choix donc des gens dont on a besoin. Il faut dire aussi, oui, je suis d'accord, je partage cette inquiétude-là qui consiste à constater, n'est-ce pas, ce entre guillemets désert dans certains domaines de compétences. Chez nous, lorsqu'on a voulu lancer certains projets ici de construction, oui, on a dû faire recours à des ouvriers ailleurs, sur d'autres marchés, plutôt que dans notre pays, parce qu'effectivement, ces corps de métier-là sont totalement dépourvus chez nous. Les Béninois ne s'intéressaient pas à ça. De plus en plus maintenant, dans la formation, les jeunes sont orientés vers ces secteurs-là. Donc, je pense qu'il pourrait y avoir sans doute aussi des étrangers dans le lot, mais il faut souhaiter qu'il y ait un maximum de citoyens béninois pour bénéficier des fruits de ce projet qui constitue le plus gros engagement privé de la Chine au Bénin. On parle de 600 milliards quand même de francs CFA, c'est énorme, et il faut souhaiter qu'il y ait vraiment un grand nombre de Béninois qui en profitent pour le bonheur de notre économie. Voilà. Ça vous dit, ça vous tente? Une aventure dans ce sens, Herman? Pourquoi pas? J'attends qu'on lance les profils type pour voir si peut-être qu'on aura besoin de quelqu'un pour tirer certaines choses. On sera là. Ah bon, là, il a fini de tirer les filets, les pêcheurs sur la plage de Gabani, tirer les tuyaux. C'est ça. Alors, on va dire un mot sur cette activité politique avant de revenir parler sport. Une activité politique ce week-end est le Front pour la restauration de la démocratie qui s'est rendu dans le Septentrion, notamment à Parakou, pour se prononcer sur l'actualité électorale et s'est largement également prononcé sur la détention de la candidate recalée du parti Les Démocrates, Rekia Madougou. Le FRD exige
la libération et sans condition de la candidate recalée Rekia Madougou et rappelle que la fin du mandat du chef de l'État est pour le 6 avril prochain. Les fondamentaux de la démocratie, il y a également eu un rappel à ce niveau. Oui, Herman Parfait à Niamboussou, votre analyse de cette sortie du FRD le week-end écoulé? C'est déjà heureux que dans un état de droit, on puisse dire ce qu'on pense et penser ce que l'on dit. Effectivement, le Front pour la restauration de la démocratie est allé tenir un meeting à Parakou. Ça veut dire que dans un autre pays, quoi que l'on dise, les meetings se tiennent. Ça veut dire que dans notre pays, les libertés ne sont pas autant confisquées pour qu'on ne puisse pas tenir des meetings. Ça montre effectivement que on peut dire ce qu'on pense dans le pays. Ça, c'est la première chose que je tire. Ensuite, le Front, dans ses déclarations, dit que le 5 avril, c'est la fin du mandat de Patrice Talon. Je pense que dans tout ça, ce qui est un peu bizarre, c'est le fait que ce même Front puisse prendre part à une élection, d'accord, dont le calendrier a été établi en tenant compte du 11 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle, et vient nous dire après que la fin du mandat de Patrice Talon, c'est le 5 ou le 6 avril. Je pense qu'il y a une certaine cohérence qui manque dans ce dossier-là. Maintenant, le Front dit, et je cite le président Hounité, il dit: notre combat est un combat exclusif de préservation de la paix pour le bonheur des Béninois. Le Parti Les Démocrates et l'ensemble qui constitue le Front sont des partis qui prônent la paix. C'est déjà heureux qu'on puisse prôner la paix dans un État comme le Bénin, parce que le moment s'y prête. Voilà. Alors, on prône la paix dans une période électorale, et on rappelle également qu'on ne fera pas de compromission par rapport à un certain nombre d'exigences. Wakabali, par un paradoxe? Non, bon, moi je ne parlerai pas de paradoxe. Ce n'est pas parce que vous prenez la paix que vous êtes condamné à faire automatiquement de compromission ou de compromis. Non, je ne pense pas. Seulement qu'on peut trouver des contradictions dans l'évolution des choses, dans le déroulement ou dans l'organisation des choses au niveau donc du Front, qui jusqu'à l'heure actuelle continue de nous rappeler que le mandat du chef de l'État finit le 5 avril. Les mêmes éléments du Front, on les a vus à la Sénat. La Sénat n'organisait pas les élections en tenant compte du fin du mandat du chef de l'État pour le 5 avril. Donc déjà là, il y a un problème, puisque ces mêmes éléments du Front, en tout cas certains parmi eux, étaient allés déposer leur dossier pour participer à une élection pour le 11 avril prochain. Et donc, c'est un mécanisme dans le traitement, dans la refonte de la loi fondamentale qui a amené la tenue de l'élection pour le 11 avril prochain. Donc, qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous refusons? Moi, je suis bien heureux de voir déjà que pour un front qui parle de restauration de la démocratie, note qu'il y a effectivement de la démocratie au Bénin. À Porto-Novo, les mêmes éléments avaient organisé un meeting. Ils sont à Parakou et toutes ces villes que nous venons de citer sont sur le territoire national. Ce n'est pas hors du pays, et nulle part on ne nous a dit que le meeting a été, je dirais, empêché par les forces de l'ordre et autres. Ça veut dire quoi? Ils ont reçu l'autorisation tout au moins d'organiser des meetings, de parler de la démocratie et de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent. Maintenant, pour en revenir au dossier de Rekia Madougou, moi je voudrais que nous sachions raison garder pour dire quoi? Que la restauration de la démocratie, ou bien quand on prône la paix, ce n'est pas empêcher la justice de faire son travail. Ce n'est pas parce qu'on est membre d'un front ou bien soutenu par un front que lorsque on vous reproche quelque chose, vous ne devrez pas aller devant la justice pour en répondre. Il faut rappeler que jusqu'à la minute où nous parlons, Rekia Madougou n'est pas condamné. Ce sont des faits qui lui sont reprochés et elle est dans les mains de la justice pour des enquêtes en cours. Il se peut que d'ici peu, n'est-ce pas, le procureur de la République, n'est-ce pas, chargé donc du dossier, monte au créneau pour nous dire que quand on rassemble tous les éléments, on note l'innocence de Rekia Madougou et qu'en conséquence, elle est libérée. Donc, permettons à la justice de faire son travail. Si les éléments du front ont des éléments, donc des informations nécessaires, qu'ils collaborent avec la justice de manière à ce que lumière soit faite sur ce dossier afin que tous les Béninois puissent respirer. Voilà, oui, on vous écoute, André Dossard. Vous savez, la vie politique est faite pour être animée.
et qui sont ceux qui ont la prérogative d'animer la vie politique, ce sont les partis politiques. Le FRD est un regroupement donc, de partis politiques et de personnalités politiques. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Il faut souhaiter qu'ils puissent être assez actifs pour davantage animer la vie politique. Quant au contenu de leur sortie, je crois que le FRD, le Fonds pour la restauration de la démocratie, est resté, n'est-ce pas, dans sa logique, celle de continuer toujours à considérer, n'est-ce pas, que le mandat en cours devrait prendre fin le 5 avril, et maintenant quitte à continuer d'afficher cette incohérence-là, alors même que bon, on a pu se porter candidat à une élection présidentielle organisée justement sur la base d'une constitution qui proroge le mandat de 45 jours, n'est-ce pas, pour faire prêter serment au prochain président en mai, n'est-ce pas? Donc, je crois qu'on continue toujours de nager dans cette sorte donc, d'incohérence par rapport au FRD. Mais j'ai le sentiment qu'en fait, oui, cette FRD, ces candidatures n'ont pas pu être validées pour participer à la présidentielle, mais ils devront continuer de guerroyer, de manifester, de s'exprimer, de combattre, dans l'espoir peut-être que lorsque, après l'élection, qu'il puisse avoir une discussion, qu'il puisse avoir un certain nombre donc, d'ententes, n'est-ce pas, avec le président qui serait élu d'une manière ou d'une autre. J'ai le sentiment que c'est peut-être ça aussi un peu l'agenda. Quant à Rekia, j'ai trouvé un peu tard, n'est-ce pas, la réaction donc, des acteurs politiques qui défendent la même cause qu'elle. Ça fait quand même un moment qu'elle a été interpellée et puis détenue. J'ai mis du temps. Ils ont même dû attendre d'être attaqués d'abord par, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, etc., avant de réagir. Je crois que je n'ai pas compris un peu pourquoi ça a été fait de cette manière. Je l'ai aussi un peu plaint parce que j'estime qu'ils auraient pu réagir un peu plus tôt. De toute façon, c'est arrivé. C'est bien que les acteurs politiques se prononcent, mais je pense que peut-être l'opposition devrait, cette frange de l'opposition, devrait revoir un peu peut-être son agenda et le contenu. On parle de 7 avril alors qu'on a été candidat à une élection présidentielle organisée pour le 11 avril. Est-ce que, par exemple, je suppose, si leur candidature avait été validée par la Sénat et donc confirmée par la Cour constitutionnelle, est-ce qu'il dirait bon, nous allons à l'élection le 11 avril, mais en attendant, il faut que le président quitte le pouvoir le 5 avril. C'est une question que je me pose. Hakim Seydou, oui. Non, c'est évident que le contenu de la sortie médiatique du Front ne devrait pas surprendre. Je crois que le Front est revenu sur les récriminations anciennes qui préludaient déjà au dépôt des dossiers. Et donc, la seule nouveauté, c'est que le Front s'est prononcé sur, je dirais, l'arrestation d'Eric Amadougou. Sinon, en réalité, toutes les récriminations sont restées les mêmes, parce que certainement fidèles à leur ligne de conduite. Et donc, à l'arrivée, on retient qu'il y a une sortie médiatique, qu'ils ont dénoncé ce qu'ils avaient dénoncé par le passé, et qu'ils, cette fois-ci, exigent la libération sans condition d'Eric Amadougou, qui est membre du Front. On attend de voir quel écho aura cette sortie médiatique du Front pour la restauration de la démocratie. Voilà, je vais rester avec vous, Hakimé Ousseli. On ira au niveau de la Confédération africaine de football. Un nouveau président pour remplacer Ahmad. Oui, dans les conditions sud-africain, que tout le monde connaît. Oui, Patrice Motsepe, c'est le président du club emblématique sud-africain, les Mamelodi Sundowns, dont le palmarès n'est plus à présenter. C'est vrai que son nom a circulé dans le lot de ceux qui voulaient candidater pour la candidature à la présidence de la Confédération africaine de football. Les noms les plus influents en son temps, c'était entre autres le Mauritanien Amadi Yaya, c'est le Sénégalais Augustin Senghor, c'est aussi l'emblématique, pas des moindres, des questions footballistiques africaines, veut parler du l'Ivoirien Jacques Anouma, bien entendu. Et donc ça se jouait beaucoup plus autour de ces trois personnes-là. C'est vrai que le nom de Motsepe avait été cité, mais il se trouvait comme je dirais, le petit poussé du lot. Parce que président, exactement, parce que président d'un club, on le voit, il n'a pas fait ses armes au niveau des instances qui dirigent le football, même au plan national. Donc, eh bien, ça a été presque comme une surprise que de voir qu'à un moment donné, chemin faisant, eh bien, il y a eu comme une attention cristallisée autour de Motsepe du fait du patron
de football mondial, Gianni Infantino, comme il avait fait il y a 4 ans en arrière, quand il s'est agi de l'élection de Ahmad Ahmad. Donc je crois qu'il s'est servi d'un précédent, qu'on qualifierait désormais d'un précédent grave, pour cette fois-ci encore s'inviter dans les questions de football sur le continent africain. Comme pour dire que, et là plusieurs l'ont dénoncé, les chroniqueurs sportifs et même l'ensemble de ceux-là qui ont opiné sur la question n'ont pas compris quelle a été, je dirais, cette envie de vouloir venir déposer bagaille en Afrique pour imposer aux Africains celui-là qui va être le patron du football africain. Et ça n'a pas raté puisqu'à l'arrivée, le vendredi dernier, alors que les gens attendaient peut-être qu'il y ait vote et tout ce qui est autour, c'est qu'il y a comme un compromis qui a été trouvé autour de la candidature de Motsepe, ou d'ailleurs même à Rabat, on a échangé sur, je dirais, les biscuits qu'il faut partager à ceux-là qui ont accepté de prendre part, je dirais, à cette compromission-là. L'arrivée, c'est que Augustin Senghor il se désiste, c'est qu'en réalité Ahmed Yahya, le Mauritanien, il se désiste à l'arrivée et on leur propose de poste de premier vice-président, second vice-président et Jacques Anouma, parce que rappelez-vous qu'ici à Cotonou, au fort moment du tournoi qualificatif des U17, le quatuor était à Cotonou. Après ça, Motsepe est venu seul. Ensuite, il y a eu Gianni Infantino qui a fait de la capitale économique Cotonou, donc je dirais l'une de ses destinations. Donc tout s'est groupillé autour, je dirais, de ces différents voyages de Gianni Infantino. Et donc, comme je le faisais constater, le vendredi dernier, il y a eu acclamation autour, donc, je dirais, de la candidature et l'acceptation de voir le football africain désormais dirigé par Motsepe, le Sud-Africain. Mais bon, ça ne devrait pas trop surprendre. Ça pose un problème de ce que nous voulons nous-mêmes, je dirais, de notre indépendance et notre football. Est-ce que Gianni Infantino, parce que patron de la FIFA, est mieux placé pour nous dire quelle la conduite à tenir? Parce que l'expérience de Ahmad Ahmad nous a amené à nous rendre compte que, on aurait pu faire chose. Même quand on voulait faire partie du vieux du Garoua, je parle de Issa Hayatou, on est allé par élection. Les tous sont pas comme ça. Mais bon, comme j'aime souvent le dire, si on a fait l'option de confier notre destinée à Gianni Infantino, je vais espérer que nos enfants n'aient pas de raison de nous haïr parce qu'on n'aurait pas fait bouger la ligne. Alors, les dessous de ce plébiscite, Herman Parfait Agnamboussou, ça vous surprend? Les démissions, les désistements pour enfin arriver à une élection par acclamation? Donc, quand vous avez suivi un peu l'actualité avant cette assemblée générale-là, vous vous rendez compte que ça ne devait pas surprendre parce que justement, il y en a, comme on l'a rappelé à Kimi tantôt, qui ont dû démissionner parce que voyant devant eux quelqu'un qui connaît bien la maison et qui connaît à peu près les défis qui l'attendent. Il a les rappelé d'ailleurs dans ses reprises de fraternité. Il dit qu'il va faire une tournée dans chacun des 54 États qui composent cette Confédération africaine de football. Je pense que c'est une bonne chose parce qu'il dit également qu'il veut rapprocher la CAF de ses membres, sans doute parce qu'il a constaté qu'effectivement, et Akme est là pour confirmer, il y a eu quelques malversations financières au sein de la CAF. D'ailleurs, ça qui a valu la suspension de Ahmad Ahmad avant son départ définitif. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, ce que je salue également, c'est que notre compatriote béninois de Chacus soit désormais partie du conseil de la FIFA. C'est une première. Dans l'histoire du football, parce que ça fera désormais parler. Le Bénin va désormais siéger dans le Conseil des Nations au niveau de la FIFA. Je pense que c'est une bonne chose pour le Bénin. Vous voyez une nouvelle ère s'ouvrir pour notre pays, le Bénin, le football béninois, oui. Non, moi je ne suis pas comment dire, trop fouteux ou trop sportif. C'est juste un mot. Oui, non, mais ce que je voulais dire très rapidement. Vous connaissez au moins la CAN? Il faut parler de ça. Non, ce que je voulais dire rapidement, n'est-ce pas, c'est qu'on a senti des gens qui étaient beaucoup plus intéressés, beaucoup plus impliqués dans les questions du football, mais qui, à la dernière minute, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut mettre cela sur cette tournée quelque peu marathon du président de la FIFA, Gianni Infantino, n'est-ce pas, qui a sonné à toutes les portes au niveau de nos chefs d'État, un agenda serré où les analystes ont trouvé que même les anciens présidents, n'est-ce pas, du FMI, les patrons du FMI, de la Banque mondiale et autres, n'ont jamais eu, n'est-ce pas, un agenda
a aussi chargé quand il a été question. Donc, on n'avait pas compris très tôt quel était l'intérêt, n'est-ce pas, de Gianni Infantino lorsque il était donc venu il atterrissait en Afrique. Donc, voir que peut-être il en est arrivé, malgré l'indépendance de nos chefs d'État, à imposer d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, le Sud-Africain Patrick Motsepe. Pour dire quoi? Notre football est dans les mains de ceux que nous attendions être des techniciens. Aujourd'hui que le Sud-Africain est désigné, c'est tout un grand défi qui l'attend, qui n'est pas assiégé ou bien à se retrouver dans l'organisation ou à la tête de l'organisation du football sur le plan national, en tout cas dans son propre pays. Ce n'est pas encore le grand problème. C'est de comprendre qu'aujourd'hui qu'il a, je dirais, la destinée du football africain qu'il doit davantage manœuvrer. Oui, il a annoncé des défis à relever, comment faire des tournées dans les autres pays africains, rapprocher les institutions de... Il a en quelque sorte décliné sa feuille voilà, de route. On attend de le voir à l'œuvre. On attend. Il ne faudrait pas, comme l'a dit Hakime, que demain, n'est-ce pas, la nouvelle génération puisse se plaindre de ce qui s'est passé. Une élection par acclamation, André Dossa, l'Afrique désormais unie derrière un objectif commun. Je voudrais expliquer à Wahab. En fait, vous êtes candidat pour être archevêque de Cotonou, au même titre qu'Hakime, Herman et Christian. Et moi, je suis le pape, ça Saint-Étienne, le pape. D'accord? Et je dis, dans le lot, c'est Hakime qui me paraît vraiment à même de diriger l'archidiocèse. Merci. Et je prends mon bâton de pèlerin et je parcours les diocèses, je vois. Et dis, écoutez, on va faire en sorte que ce soit Hakime parce que compte tenu de ses moyens, sa vision, son leadership, etc. Et puis il passe parce qu'il a en tout cas un gros soutien du pape. Et voilà, c'est comme ça. Il a gagné. De l'indépendance de nos chefs d'État. Ça veut dire que le pape en question, justement, par rapport à l'indépendance, est parvenu à convaincre. C'est une question d'intérêt. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. C'est une question d'intérêt. Le pape, il peut me voir pour dire, Monsieur le Président, si tu me laisses pousser Hakime à la tête de l'archidiocèse là, je vais dire ton programme, il va pousser ça. Oui. Et puis un sera dans le gouvernement à la curie romaine. Quelqu'un ne va avoir son d'accord. Ainsi de suite. Donc c'est aussi simple que ça. Donc vous êtes en train de dire que si Augustin Senghor, n'est-ce pas, a désisté, c'est parce que Gianni Infantino a soufflé quelque chose dans les oreilles de Macky Sall. Ça veut dire que quelque part, on a pris en compte un intérêt du Sénégal. Et voilà, en fait. Ici, je pense que celui qui est dans la curie, c'est plutôt de Chacus. Parce que oui, c'est ça. C'est ça. En fait. Voilà, écoutez, Motsepe, c'est un Africain. C'est un Africain, d'ailleurs, il est même très riche. Il a beaucoup de milliards. Ouais. Et il a dirigé. C'est lui qui a organisé la Coupe du Monde en 2010 en Afrique du Sud. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un ovni qui est venu. Et il faut souhaiter que des gens qui ont déjà un peu de moyens viennent à la tête de ces institutions-là. Sinon, ça devient leur fonds de commerce, leur gagne-pain. Maintenant, il faut souhaiter qu'autour de lui, que les gens vraiment l'accompagnent pour redorer les blasons du football africain. Parce que la CAF est une institution vraiment mal gérée. Et c'est souvent au cœur des problèmes. Et souhaiter que Motsepe puisse avoir vraiment le leadership, la baraka qu'il faut pour aller tenter d'avoir la FIFA. C'est pas parce qu'Infantino a pris son jet privé, a parcouru nos capitales pour le faire élire, pour le faire désigner. C'est selon que ça s'arrête là. On peut le pousser à tenter, n'est-ce pas, de prendre enfin la FIFA parce que l'Afrique compte le plus gros contingent de membres de la FIFA et jamais on a été vraiment joué des grands rôles dans cette organisation-là. Je crois qu'il faut qu'on cesse de pleurnicher. Et nous, en ce qui nous concerne, le Bénin, on a gagné. On a gagné, on n'a pas accueilli seulement Infantino, nous sommes membres du gouvernement de la FIFA, c'est une première, il faut s'en féliciter. Et pour le reste, il faut laisser ceux qui pleurnichent. Il y en a même qui ont fait désormais leur fonds de commerce. Voilà l'Infoca qui se plaint tout le temps dans des vidéos, on n'a pas besoin de ça. Après, si les Africains peuvent s'organiser et s'entendre, ils pourront mieux faire les choses. Justement. Pour le reste, là, passons à autre chose. Voilà. En tout cas, le grand format du sport, c'est ce soir, à partir de 21h sur Canal 3. Ouais. Et vous allez nous revenir tout à l'heure pour quelques informations sportives à partager avec nous. Un téléspectateur, et je profite de votre présence en plateau pour souhaiter un heureux anniversaire à deux amis, un collègue et un ami, Hippolyte Soumao, chef diffusion de Canal 3 à Bénin, et Willy Bayala, votre ami ActuWeb. J'espère qu'il va nous recevoir pour
Allez, joyeux anniversaire à tous les deux. C'est quand même ça tout matin. Absolument. Merci. Honora Adjovi de l'équipe Restaurer la confiance de Irénée Agossa et de Corentin Koué, le duo dans la course pour la Marina. Il est notre invité ce matin. On va voir un peu ce qui se passe dans ce camp. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, cartes de mariage, cartes de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Alerte coronavirus. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui se manifeste notamment par une toux sèche, le rhume, une forte fièvre, des difficultés respiratoires. Si vous ressentez l'un quelconque de ces symptômes, que faire? Restez chez vous et appelez immédiatement le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02 pour être pris en charge gratuitement. Attention, ne sortez pas. Attendez que les agents viennent à vous. N'allez pas dans une structure de santé, ni dans une pharmacie, ni chez votre médecin traitant. Vous contribuez ainsi à maîtriser la pandémie. L'invité politique de ce lundi sur Actu Matin, Honora Adjovi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue, je vous reçois en compagnie d'André Dossa. Vous êtes membre de l'équipe Restaurer la confiance, composée du duo Corentin Koué, Irénée Agossa dans la course à la présidentielle du 11 avril prochain. Oui, Restaurer la confiance, que peut-on comprendre de ce concept auquel nous ne sommes pas habitués? Oui, il est vrai que je suis avec ce duo, qui est le duo surprise. Restaurer la confiance, c'est un concept peut-être nouveau, mais il est de bonne loi de constater que les Béninois ne se font plus confiance. Les Béninois ne se font plus confiance parce que la méfiance est grande. C'est pratiquement la même chose. Vous savez, le président Corentin Koué, Irénée Agossa, était membre du bloc Les Démocrates. Et il y a eu certainement des incompréhensions. C'est essentiellement cela que je dirais, et parce qu'ils étaient incompris du grand groupe et on a dû les éjecter. Ces deux personnalités pensent que le grand problème entre les Béninois, pas seulement au sein de ce groupe politique, le grand problème des Béninois, c'est d'abord un problème de confiance. On se méfie les uns des autres. On ne se dit pas la vérité. Ou on croit que l'autre ne vous dit pas la vérité. Et à ce jeu, tout le monde est perdant. Comment ne pas se méfier d'acteurs politiques membres d'un parti, les démocrates, mais qui rament à compte courant, ou sinon font cavalier solitaire, manifestement contre les intérêts du parti, ils se sont retrouvés avec des parrainages et sont candidats. Belle question.
mais qui comporte en elle sa réponse. Vous dites ramer à compte courant. Le courant allait où? La logique dans un parti politique, dans un groupe, dans tout groupe, est qu'il y a un débat démocratique. Il peut y avoir des courants. Il peut y avoir des courants pour visiter nos colonisateurs. Vous savez, l'ancien parti socialiste, il y avait plein de courants. Il y avait plus d'une cinquantaine d'obédiences, mais ils arrivent toujours à s'entendre sur un minimum. Donc, lorsqu'il y a plusieurs courants dans un groupe, il faudrait s'écouter, se faire confiance et ne pas dire tout de suite que l'un est vendu et que l'autre est saint. Je crois que c'est cela. Vous avez parlé de débat démocratique. Voulez-vous dire qu'en temps, il n'y avait pas un débat démocratique au sein des démocrates? Non, il y a toujours un débat démocratique. Mais dans toute société, vous devez savoir qu'il y a les apporteurs d'eau et ceux qui sont à la table. Les apporteurs d'eau, c'est ceux qui travaillent inlassablement pour le bien du groupe. Et ceux qui sont à la table, c'est ceux qui attendent de bénéficier de tout. Et lorsque les apporteurs d'eau émettent des idées, on ne les écoute pas toujours. On ne les écoute pas toujours. Et dans ce processus, vous avez suivi certainement la sortie des deux leaders. L'un a dit, je me suis personnellement présenté au domicile du président du parti pour lui expliquer que moi, je peux avoir le parrainage. Et l'autre vous a dit, moi, je ne connais même pas le chef de l'État parce qu'on n'a jamais eu de rencontre physique. Alors, est-ce que dans ce contexte, on peut vous dire, ou on peut soutenir raisonnablement que les gens ont ramé à compte courant de leur parti? Il y a un minimum sur lequel on devrait pouvoir s'entendre. Est-ce que nous allons aux élections? Est-ce que nous n'allons pas aux élections? Si nous allons aux élections et que la condition de parrainage n'est pas levée, que devons-nous faire? Moi, j'ai pu suivre la tournée du chef de l'État où il disait que ce sera la fête que tout le monde sera aux élections. Et que je présupposais déjà que le parrainage sera libéré. Mais est-ce que le parrainage sera libéré de manière large ou de manière restreinte? Je constate que la libération n'a été faite que de manière restreinte. Et à mon humble avis, l'élection présidentielle est une élection majeure. Et la rater constitue, à mes yeux, un manquement grave. On ne peut pas ne pas aller à ces élections. Ne pas à ces élections, c'est un avis personnel, ce n'est pas l'avis du groupe auquel j'appartiens. C'est un avis tout à fait personnel. Ne pas aller aux élections présidentielles, c'est se tirer une balle dans les jambes. Bon, vos anciens amis restés démocrates, avec d'autres alliés de l'opposition, continuent et soutiennent modicus qu'il faudra mettre fin au mandat de partisan au 5 avril prochain, comme le stipulait la Constitution de 90, mais plus tard révisée. Mais vous, en tout cas, vous êtes engagé, vous êtes sur le terrain, votre duo présidentiel rencontre les populations. Quelle est la vision, en fait, que vous défendez? Quel est le message que porte cette candidature? Vous avez dit tout à l'heure que mes amis les démocrates, j'en compte suffisamment dans ce groupe politique, ils demeurent. Disent que le mandat du chef de l'État s'achève le 5 avril. Mais ce n'est pas eux qui le disent.
à la prestation de serment du chef de l'État, un procès verbal a été établi et consacre la fin du mandat au 5 avril. Ça, c'est indéniable, c'est matériel et ces faits demeurent. Je vois souvent les gens lier l'organisation des élections à la fin du mandat. Non, je ne pense pas qu'il faut lier les deux choses. Pourquoi? Lorsqu'on fait les élections bien avant la fin du mandat, celui qui est élu ne prend pas possession du siège dès la proclamation des résultats. Donc il ne faut jamais lier la fin du mandat dans les délais, ça. Ouais. Il ne faut jamais lier la fin du mandat avec l'organisation des élections. Je suis d'avis qu'actuellement, il y a un problème juridique qui se pose. Lequel? Entre la date du 5 avril, le 11 et même beaucoup plus tard, puisque le 5 avril ne consacrera pas à la prise, et le 11 avril ne consacrera pas à la prise du nouveau président. Mais il y a parfois des situations inédites et que les juristes les plus émérites, pour lesquels les juristes les plus émérites trouvent toujours une solution. Je dis personnellement, en tant que juriste, que si les élections devaient être à bonne date et qu'il y avait une calamité et qu'il y avait impossibilité d'aller aux élections et qu'on devrait passer la date fatidique, on ne s'en plaindrait pas. Aujourd'hui, c'est une situation politique qui nous amène à cette situation. Mais les solutions pourraient être les mêmes. À savoir que lorsqu'il y a... Je ne dirais pas, il n'y aura pas de vacances de pouvoir parce qu'il y a apparemment quelqu'un là. Mais lorsque cette situation se présente, alors, est-ce que vous, les juristes, très souvent... Est-ce que vous faites exprès ou bien vous ignorez qu'il y a une révision de la Constitution Laissez-moi venir. Les juristes, généralement, se greffent sur ce que l'on appelle la théorie de l'apparence. Apparemment, quelqu'un est là et continue de jouer un rôle. Vous comprenez? La révision de la Constitution, qu'elle soit acceptée par une classe et refusée par une autre, n'est pas le débat aujourd'hui, n'est pas le débat actuel. Ou ne constitue pas pour moi le débat actuel. Mais il faut un processus. Il faut un processus. Le processus démocratique veut que, au terme des 5 ans, il y a élection. Élection à bonne date ou non, il faudrait qu'il y ait élection. Et nous y sommes. Et nous sommes dans le processus. Et dans ce processus, vous soutenez un duo de candidats, à savoir Corentin Coro et René Agossa. Je vous faisais la question de savoir quelle est la vision de ce projet de candidature, de cette candidature, quel est le message qu'il porte, parce qu'on le voit déjà sur le terrain qui se présente aux citoyens. Absolument. Et ce duo se présente aux citoyens et porte d'abord un message de paix. Toute élection doit avoir un caractère festif. Parce que on va pour servir un peuple. Et donc toute élection doit avoir ce caractère festif. La vision des deux candidats n'est pas différente de la vision qu'ils avaient il y a quelque temps. Ils portent la même vision que les démocrates. Ils portent la même vision que les démocrates. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Ils n'ont jamais cherché à quitter les démocrates. Ils ont été éjectés. Alors que
lorsqu'ils ont eu la possibilité d'avoir le parrainage, ils se sont portés vers le chef du groupe, le président, pour lui dire « Nous pouvons avoir le parrainage ». Et lorsque le parrainage est obtenu, bon, faisons le débat et discutons et choisissons les chevaux qui vont compétir. Mais les outsiders ne changent pas de mentalité, ne changent pas de vision. Et on verra pour la suite. Monsieur Honora Adjovi, est-ce que lorsque vous l'avez dit, vous avez été éjecté des démocrates, mais continuez toujours de porter le même idéal que ce parti politique, quel écho reçoivent-ils de la part justement des militants de ce parti? Et vous savez que la plupart des militants veulent aller aux élections. La plupart des militants veulent aller aux élections. Et souvent, ils attendent le mot d'ordre et des leaders. Mais nous avons encore un mois devant nous. Et il n'est pas dit que le linge sale ne sera pas lavé en famille. Il n'est pas dit que l'union ne se retrouvera pas. Est-ce qu'il y a des discussions entre ce duo-là et les responsables du Parti des démocrates? Absolument. Absolument. Dans quel sens? Il n'y a pas une césure définitive. En politique, il n'y a jamais de césure définitive. Et de quoi parle-t-il? Autour de quoi discute-t-il? Du rassemblement, forcément. Du rassemblement. De comprendre que il faut aller aux élections. Et que les électeurs, peut-être, ne pardonneraient pas que ceux qui ne sont pas dans la même vision que le chef de l'État n'aillent pas aux élections. Les gens ont soif d'élections. Et René Agossa peuvent-ils être audibles auprès justement de ces démocrates-là alors qu'ils ont été éjectés? On les traite même d'être à la solde du pouvoir, d'être entrepris par le pouvoir. Bon, et c'est justement cela, et pour cela que le sigle restaurer la confiance a été imaginé et introduit dans l'arène politique. Sinon, vous ne savez pas cela. Il faut restaurer la confiance entre les uns et les autres. C'est justement pour cela. Il faudrait que l'on se méfie moins, que l'on vende moins cher les uns et les autres. Merci. Enfin, on ne peut pas aller plus loin que ça. Merci à vous, André Dossa. Merci bien, Monsieur Honora Adjovi. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes membre de l'équipe formée par le duo René Agossa et Corentin Koroué de Restaurer la confiance. Les sports à présent avec Hakime Ousseni. Chers clients, partenaires et abonnés du groupe de presse Fraternité, pour toute commande et information relative à nos produits et prestations à Fraternité FM, Fraternité, Canal 3 Télévision, appelez les numéros suivants aux heures et aux jours ouvrés. 95 74 29 23, 95 74 29 25, 97 77 33 02, 96 61 13 30, 69 17 99 99, 69 23 55 55, 61 62 12 02, WhatsApp, email canal3benin@yahoo.com, info@canal3télévision.com, fraternitéfm@yahoo.com, fraternews@yahoo.com. Allez, les sports ce matin de retour de week-end. On va parler de la Ligue Pro, les phases retour qui se poursuivent à Kimé. C'est bien ça, Christian Dandédian. Les phases retour de la Ligue Pro se poursuivent. Nous en sommes à la 12e journée au niveau de deux zones, la zone A et puis la zone C. Et puis, on parlera donc de la 10e au niveau de la zone C et au niveau de la zone D. Les rencontres se sont disputées ce week-end. Commençons déjà par nous intéresser
aux matchs qui ont eu pour, je dirais, différents terrains, le stade Atchoukma de Djougou, le stade Sakakina Gezere de Kandi ou encore le stade municipal de Parakou. Il y a eu 2-0-0, c'était déjà le samedi entre deux clubs de la même localité. Dynamique jouait contre les Panthères de Djougou. Les deux clubs donc, de la cité des Pétonés se sont séparés 2-2, 0 but partout. Score identique entre deux autres clubs de la même ville. Je vais parler donc de la commune de Parakou. Dynamo de Parakou jouait contre Real Sport. Les deux clubs se sont aussi séparés 2-2, sans but marqué, 0 but partout. 24 heures plus tard, dans cette même zone A, il y a eu deux rencontres. D'abord au stade Sakakina Gezere de Kandi, les Buffles, Taneka était en déplacement pour y affronter Stakouné, et ce sont les joueurs donc, de Fortuné Yao qui se sont imposés largement devant Taneka par le score de 3-1. Taneka Dinatetengo est terminé par le score de 3-0. Il y a eu donc une réduction du score. Au coup de sifflet final, les deux clubs se sont séparés sur le score de 3-1 en faveur des éléphants de Kandi avec un doublé de Zidane qui fait partie de l'un des joueurs les plus en forme. C'est vrai qu'il est rentré de blessure après partir à la première phase perdue, mais quand il revient, eh bien, il fait forte sensation. Il était l'auteur de 2 buts. C'était hier du côté du stade Sakakina Gezere de Kandi. Au stade municipal de Parakou, nous avons droit à l'affiche entre les Buffles et puis Beke de Bembereke. On rappelle que Mathiali c'était au stade Sakakina Gezere de Kandi. Beke s'est imposé devant les Buffles. Cette fois-ci, les Buffles ont pris leur revanche en battant sur le score étriqué Beke de Bembereke par la toute petite marque 1-0. C'est ce qu'on retient à l'arrivée donc des confrontations de 4 qui ont eu lieu du côté de la zone A. Dans la zone B, on va y aller avec les rencontres de la 10e journée de la Ligue Pro. Dynamo d'Abomey dans un duel avec son autre club frère de Boycon, c'est bien AS Tonnerre. Dynamo d'Abomey a eu le dessus sur Tonnerre de Boycon, 2-1. Damissa joué à Kaoru contre Esaü, l'Auto et Popo Football Club. Et bien, Esaü a été dominé par Damissa, 3-2. Damissa, c'est bien entendu, je dirais l'appellation. En langue vernaculaire, les Panthères. Donc, Damissa bat Esaü, 3-2. Le dimanche, dans cette même poule et dans cette même zone B, Rodio commence par encaisser finalement Christian. Il y a eu le 2 buts encaissés lors de la journée précédente, c'est-à-dire la 11e cette fois-ci, la 9e cette fois-ci Christian, eh bien, Rodio encaisse, mais face à Espoir de Savalou, les deux équipes se sont séparées sur le score nul d'un but partout en 2 rencontres. Eh bien, Rodio encaissé 3 buts visiblement, eh bien, Rodio est en train de courir, donc rattraper les buts n'ayant pas été encaissés à l'occasion des joueurs précédentes, parce que là ça va être 2 contre-performances pour le leader actuel au niveau de la zone B. Énergie de la SB2 se fait battre par Dadje au football club de Diakotome 2-1, et là encore on notera que cette fois-ci en termes de revers Christian, ce sont les joueurs de Dadje qui sont désormais la révolte au niveau de cette zone B, puisque Dadje est en train d'aligner ainsi, ma foi, 3 victoires consécutives. Dans la zone C à présent, Adjidja, c'était du côté du campus universitaire de la vie Christian. Adjidja a joué les requins de l'Atlantique. Les requins sont imposés par le score rétriqué de 1-0. Même score entre la jeunesse athlétique de Cotonou et puis Éternel Omnisport, 1-0 en faveur donc de Éternel. Visiblement, Christian, là, quand on fait un peu le point, 2 journées premières démarrées difficilement par Éternel Omnisport à l'occasion de la phase aller, et à l'occasion de la phase retour, 2 difficiles débuts de rencontre retour, mais cette fois c'est bien Éternel s'impose devant la Jacques 1-0. Dans cette même poule, dans cette même zone C, la S-Police jouait ses têtes hier face à Soleil de Cotonou. Les deux formations sont séparées sur le score de 2-1, victoire donc des policiers républicains qui étaient donc à l'ouverture du score. Il y a une légalisation du Soleil de Cotonou, mais enfin, eh bien, on retiendra que le second but a été marqué pour qu'enfin S-Police engrange les 3 points de la partie. AS Cotonou a joué UPI ONM, le bon dernier au niveau de la zone C. La rencontre s'est soldée par le score étriqué d'1-0 en faveur de l'AS Cotonou. Enfin, dans la zone D, Christian, 10e journée, Ayema Dragon, ils sont séparés 2-2, 0 but partout. Pendant ce temps, c'est bien Assos qui fait la très bonne opération en s'imposant devant la jeunesse sportive de Pobet, 3-0. Enfin, dans cette même zone D, eh bien, c'était ce dimanche. Il y a eu Jeffa Asvo, 0-0. Et puis l'USSK qui a affronté Avran Communisport. Les deux formations ont fait jeu égal, 0 but partout. Au terme donc des rencontres disputées ce week-end, eh bien, il n'y a pas eu un changement notoire au niveau, donc, je dirais, des têtes, des
clubs qui contrôlent, je dirais, les débats au niveau de leurs différentes formations. C'est le cas au niveau de la zone A, toujours dominé par les Buffles, suivi juste par Dynamo de Parakou. Même chose également au niveau de la zone B avec Rodio et Zaïe. On retiendra qu'au niveau de la zone D, il y a Dragon, Assos qui sont en train donc de se marquer comme dans un mouchoir de poche. Et donc, en gros, on retiendra qu'au niveau de la zone C, par exemple, Christian, ce sont les clubs de la Ligue 2, saison sportive dernière, qui sont en train de dicter leur loi au club de la Ligue 1. C'est donc entre autres les Requins de l'Atlantique, AS Cotonou et puis bien entendu Éternel Omnisport. Voilà en gros, Christian, ce qu'on retient en ce qui concerne l'actualité sportive de ces dernières 48 heures sur le plan national. C'est bien la Ligue pour 12e et 10e journée. Les rencontres de la 13e journée sont prévues pour ce mercredi. Eh bien, s'il vous arrivait d'avoir la possibilité, malheureusement, vous n'y serez pas, eh bien, il y a un match à suivre du côté du stade à Tchoukouma de Djougou. C'est entre les Panthères et puis les Buffles du Bordeaux. Wow, c'est prévu pour le mercredi prochain, exactement. D'accord, c'était les sports. Exactement, Christian, c'était les sports. Merci à vous, Hakimé. Très bonne journée. Rendez-vous ce soir à partir de 21h. Pour le grand format, on aura entre autres invité à 21h. J'avais parlé le lundi dernier de MSC Bio. C'est le manager de la CNSS Handball Club. Il sera avec nous sur Canal Sport. Et puis, si tout va bien, on recevra le président réélu du Comité national olympique sportif béninois, Julien Benavoa. C'était bien sûr samedi que l'élection a eu lieu. On va revenir de loin en large sur son programme d'activité pour un troisième mandat, bien entendu, Christian. Voilà, en gros, les têtes d'affiche du Canal Sport numéro de ce lundi 15 mars de l'année 2021. Voilà. Merci beaucoup, rendez-vous pris. Mesdames et messieurs, dernier acte dans votre matinale, c'est bien sûr la revue de presse avec Assiomo Kain Assiomo. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce matin, le Challenge informe que les 9 maires de l'Atakura sonnent la grande mobilisation de Cap Talon Cap 2021. Pour l'autre quotidien, le duo Talon-Talata ne cesse de recevoir du soutien. Pour preuve, il a encore reçu jeudi dernier le soutien des 9 maires de l'Atakura. Le matin explique que c'est au nom et pour le compte des populations des communes de Boukoumbe, de Kobli, de Kérou, de Kouandé, de Materi, de Natitengu, de Ouassapeunko, de Tanguieta et de Tukuntuna que les maires de l'Atakura ont décidé d'une seule et même voix de confier les destinées du Bénin au duo Patrice Talon, Mariam Talata Zimé à l'issue du scrutin présidentiel du 11 avril 2021 pour un mandat de 5 ans. À travers cet acte, donc, ces maires et leur population entendent mouiller le maillot sur le terrain lors de la campagne électorale pour rallier bon nombre de personnes à leur cause. Et du côté du département du Koufo, rapporte Fraternité, le dimanche 14 mars, le candidat Corentin Koué et son colistier Irénée Agossa ont installé le comité de campagne du département du Koufo. Occasion pour le duo de la dynamique, restaurer la confiance, de rappeler sa vision politique et de réaliser l'alternance à l'issue de la présidentielle. Bénin Intelligent renseigne qu'à cette occasion, un membre du bureau politique du parti de l'opposition FCBE a annoncé son soutien au duo du Restaurer la confiance. Hilaire Dobloué, membre du bureau politique du parti Force Kouri pour un Bénin émergent, a publiquement annoncé son soutien au duo Koué-Agossa, soutien qu'il a acté dans une déclaration politique avec force et argument. Pendant ce temps, il s'est tenu à Parakou un meeting de l'opposition, en croire le Nouvel Observateur. Parakou, la cité de Kobourou, a abrité un géant meeting organisé par une forte coalition de l'opposition. C'était au siège du parti Les Démocrates. Au menu de cette sortie, la libération de Réki Amadougou, le respect du délai constitutionnel quant à la fin du mandat présidentiel et la mise en application des décisions de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La dépêche ajoute que l'équipe était composée de Valentin Nditi-Khoulé, Eric Houndete, Moïse Kérékou, Léon Bani Bigou, Jean-Marie Houzou Alassane Tigri, Kamar Ouassagari et bien d'autres figures de l'opposition au régime du président Talon. À l'occasion, le professeur Frédéric Joël Aïvo a laissé entendre que Réki Amadougou n'est pas une terroriste. Pour Matin Libre, le ton monte chez le front de l'opposition.
La libération de la candidate recalée des démocrates exigée. Joël Aïvo, je connais Rekia Amadougou, sa place n'est pas en prison. Sur l'exigence de la libération de Rekia Amadougou, le matinal estime que le FRD prône un état de non-droit et se demande pourquoi Valentin Aditi-Koulé et compagnie ne veulent-ils pas laisser la justice faire son travail. Sur les lieux mêmes du meeting, informe l'investigateur Moïse Kérékou, lance un appel à la paix. De son côté, l'événement du jour estime qu'il est incompréhensible que certains appellent le chef de l'État, Patrice Talon, à intervenir dans cette procédure judiciaire pour que Rekia Amadougou se tire d'affaire. Le président Patrice Talon ne saurait le faire, surtout que le but de ces manœuvres est de provoquer la terreur, le chaos et de parvenir ainsi à faire suspendre le processus électoral en cours. L'intérêt général doit primer sur l'intérêt personnel et dans le cas d'espèce, c'est la sécurité de tous que le chef de l'État doit chercher à préserver. L'autre information sur laquelle se penchent quelques parutions ce jour est la prorogation du mandat présidentiel à ce sujet. L'autre vision rapporte la position d'un des membres du duo FCBE, Paul Humpé, pour écrire que les forces Kori pour un Bénin émergent ne veulent pas se mêler à la polémique liée à la prolongation du mandat du chef de l'État, Patrice Talon. Le candidat à la vice-présidence de ce parti de l'opposition pour la présidentielle de 2021 l'a fait savoir cette semaine au cours de leur visite à l'intérieur du pays. Pour Paul Humpé, candidat au poste de vice-président, il ne sert à rien de polémiquer sur cela alors qu'une date a été déjà fixée pour l'élection présidentielle d'avril 2021. Dans la suite, Bénin Intelligent renseigne que la troisième dissémination des données Afrobaromètre au Bénin s'est déroulée en ligne mercredi 10 mars. Elle a porté sur la perception de la corruption. Et à propos, le niveau de ce fléau a diminué en 2020 selon les Béninois. La corruption a même régné l'année dernière. 7 Béninois sur 10, 70%, pensent ainsi, révèle Afrobaromètre, le réseau panafricain. Et puis, Fraternité s'intéresse à la construction du pipeline d'exportation Niger-Bénin pour écrire qu'à quelques encablures de la fin de son mandat, l'exécutif conduit par Patrice Talon franchit un nouveau cap dans son ambition pharaonique en annonçant hier 2000 emplois pour la jeunesse béninoise dans le cadre de la construction du pipeline Niger-Bénin et le pari n'était pas gagné d'avance. Selon le ministre des Mines, Samoa Dambi, le partenaire chinois de ce projet, avait le choix de transiter par le Tchad à travers le Cameroun, par le Nigeria ou par le Bénin. Et puis l'économiste du Bénin informe du lancement de la campagne 2020-2021 de Kajou à Kétou, qui a accueilli le jeudi 11 mars 2021 le lancement de la campagne 2020-2021 de commercialisation des noix de cajou. La ministre de l'Industrie et du Commerce et son collègue en charge de l'agriculture ont présidé cette cérémonie officielle. Selon le journal, 300 francs CFA le kilogramme, c'est désormais le prix plancher d'achat aux producteurs des noix de cajou. Sport avec le quotidien La Nation qui rapporte que réunis en assemblée générale vendredi 12 mars dernier à Rabat au Maroc, les associations membres de la Confédération africaine de football ont élu Patrice Motsepe à la tête de l'instance continentale. À cette occasion, Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football, a été élu au Conseil de la Fédération internationale de football association. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Voilà, Actu Matin, premier numéro de la semaine, stop et fin. Merci à chacun et à tous de votre attention. Rendez-vous demain à partir de 7h. La rediffusion, c'est tout de suite à 12h. Et puis, dans la nuit, à partir de 23h30. Merci et gardez le sourire. Au revoir.